Bienvenue à l'IDEAP, l'IDHEAP exactement. Bienvenue à l'Université de Lausanne, à cette conférence. Juste une petite introduction. La semaine dernière, en lisant le journal, on apprenait que, c'est un énorme scoop, que le budget des Jeux Olympiques avait parfois des dérapages et que cela était dû à une surenchère des villes candidates. On sait par ailleurs que le CIO a réformé de façon importante sa procédure de candidature et par exemple qu'il suggère d'utiliser des installations existantes, ce qui bien sûr réduit quasiment à zéro le budget de construction et donc les dérapages possibles, puisque les dérapages ont souvent lieu au moment de construction. Donc, qu'en est-il exactement? On va le découvrir bien sûr avec le professeur André, je ne vais pas faire la conférence à sa place. Professeur émérite, puisqu'il était professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, Panthéon-Sorbonne. Il est aussi le président honoraire de l'Association des économistes du sport et le président de l'Association européenne de l'économie du sport, sauf erreur. Mais actuellement, il dirige le comité scientifique de l'Observatoire de l'économie du sport français, c'est-à-dire rattaché au ministère des Sports, et à ce titre, il est impliqué, étroitement impliqué même dans le suivi des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc je crois qu'on a affaire à un expert idéal pour nous parler de ces questions, d'autant plus que finalement, dans toute sa carrière, il a créé l'économie du sport en francophonie en tout cas, et aussi au niveau international. Je suis très heureux qu'il ait accepté de donner cette conférence. Je l'avais invité il y a très très longtemps, je le rappelais tout à l'heure, à Verbier, c'était en 1997, au moment de la candidature de Sion 2006. On avait eu aussi une discussion très intéressante, mais c'est vrai que ça fait quand même plus de 20 ans et la science économique a quand même évolué depuis cette époque où la science des Jeux Olympiques ou des impacts des Jeux Olympiques a beaucoup évolué. Et donc, nous allons entendre les derniers développements. Et je remercie le professeur Andreff d'avoir accepté cette conférence. Je vous remercie aussi d'être venu, parce que comme nous sommes à l'université, qu'on fait des débats et qu'on aime bien faire des débats et de discuter, et si possible de trouver des solutions aussi, vous aurez la parole à la fin de cette conférence. Et donc, vous êtes les bienvenus pour poser toutes les questions que vous le souhaitez. Donc, merci d'avance, Vladimir, pour ta conférence. Merci. Merci Jean-Loup pour m'avoir invité à donner cette conférence à l'IDEAP. J'espère tout d'abord que ça n'aura pas les mêmes conséquences qu'à Verbier. Mais en 20 ans, les choses ont beaucoup changé. Et puis, je voudrais remercier Jean-Loup aussi pour avoir trouvé un titre choc ou accrocheur, ou je ne sais pas comment il faut dire. Le coût des Jeux vaut-il le coup? Donc, je l'ai validé immédiatement. Alors, mon propos, en fait, il a une source. Il va s'inspirer d'un rapport que j'ai présenté au ministère des Finances en France au mois de décembre dernier, dans le cadre d'une journée organisée par l'Association française de sciences économiques. Et c'était une journée consacrée à l'évaluation des politiques publiques. Voilà. Alors, le titre était beaucoup moins sexy. J'ai parlé de la politique publique d'accueil des grands événements sportifs internationaux en France, évaluation du coût et de l'impact économique. Ça fait beaucoup plus académique, mais mon propos va être assez académique aussi. J'ai senti que c'était chaud bouillant là, avec des journalistes et ils réagissent très fort. Là. Bon, moi, je vais me mettre sur un plan plus académique. Et donc l'objectif, c'était en quelque sorte d'évaluer. Mais je vais me concentrer sur les Jeux Olympiques, rassurez-vous. Mais l'objectif de ce rapport, c'était d'évaluer ex post, après coup, la politique qui a été mise en œuvre en France depuis pas mal d'années, mais disons au moins depuis 2008, qui est une politique d'attractivité des grands événements sportifs internationaux en France, qui s'était traduite en 2008 par la création d'une délégation interministérielle aux grands événements sportifs. Je passe tout un tas d'étapes, mais une autre étape importante, y compris pour mes propos de tout à l'heure, c'est qu'en 2014, une loi de finances a défini une exonération fiscale des organisateurs de grands événements sportifs internationaux en France, sous condition que l'impact économique
de l'événement soit suffisamment important. Vous voyez bien tout de suite l'importance d'un tel texte. Et puis, il y a eu, à un moment donné, le président Macron, comme on l'appelle maintenant, a été ministre de l'économie et des finances, et il a créé dans son ministère à l'époque, c'était en 2015, la filière sport, qui est le rassemblement dans des réunions au ministère des Finances de toutes les parties prenantes de l'économie du sport en France. Alors il y a depuis le MEDEF pour le patronat jusqu'au CSA pour les médias, le comité olympique, etc. etc. Il y a une trentaine d'institutions représentées. Et il a glissé dans l'oreille du ministre des Sports de l'époque que cette filière sport fonctionnerait beaucoup mieux si elle pouvait bénéficier des travaux, entre guillemets scientifiques, mais au moins d'études, réalisés par un observatoire de l'économie du sport, ou en tous les cas impulsé par un tel observatoire. Et donc l'observatoire a été créé et je me suis retrouvé à présider son conseil scientifique. Donc le contexte dans lequel je vais parler, c'est pas tellement la candidature de Sion 2026, au risque de décevoir une partie de l'auditoire. Si je fais, bon, je ferai peut-être des références, mais la référence principale, ça sera plutôt des événements sportifs internationaux accueillis en France. Donc couramment, c'est les Jeux de Paris 2024. Si je me tourne vers le passé, qui sera un peu lointain, ça sera des Jeux d'hiver, mais accueillis en France. Voilà. Et donc, je m'excuse d'une certaine façon de deux choses, et j'accepte toutes les critiques là-dessus. Mon exposé sera un peu trop académique et peut-être économique. Et deux, il ne sera pas dans l'actualité chaude bouillante de Sion 2026, et ni même, parce que je ne me permettrai pas d'en parler, alors que, à mon avis, il y a des gens beaucoup plus qualifiés dans cette salle pour en parler, de la nouvelle procédure de suivi des candidatures pour les Jeux de 2026. Bien sûr, vous pourrez poser des questions à ce sujet, mais à ce moment-là, je considérerai que je ne suis pas le seul à devoir répondre à de telles questions. Ce n'est pas moi qui maîtrise le mieux le sujet ici. Voilà. Alors, donc, je ne vais peut-être pas être au cœur de votre actualité, mais je vais parler quand même de problèmes importants. Alors, pourquoi ils sont importants, par exemple, en France ? Parce que la France, alors entre guillemets, l'État français, va, pour l'instant, s'est engagé à mettre 1 milliard d'euros dans le financement des Jeux de Paris 2024. Et les collectivités locales se sont engagées à mettre presque 500 millions. Donc il y a 1,5 milliard en jeu, ce qui va conduire justement à certains dispositifs dont je parlerai dans un moment. Mais il m'a semblé qu'être académique et parler des fonds publics correspondait aussi à la philosophie de l'IDEAP, qui est tournée vers la fonction publique suisse, si j'ai bien compris. Donc voilà, il y a une certaine harmonie. Et donc, pour aller maintenant vers le sujet, je vais me traiter de 3 points. Je pense que quand on organise un grand événement sportif international, tel que les Jeux Olympiques, il y a 3 dossiers, pour un académique, il y a 3 dossiers à examiner. La première question, qui est peut-être la plus ancienne, qui a donné lieu à des travaux académiques depuis les années 70 au moins, c'est la question de l'impact économique des Jeux Olympiques. Donc je vous rappellerai, j'ai 2-3 choses, disons, à vous dire là-dessus. Le deuxième, c'est la question sur laquelle on n'arrête pas de m'interroger parce que j'ai commis quelques publications, y compris un peu critiques parfois, sur la question du coût et du dépassement du coût des grands événements sportifs internationaux. Et puis le troisième dossier, c'est, je crois, un dossier qui tient très à cœur, notamment au CIO, mais à d'autres organisateurs d'événements sportifs, c'est la question de l'héritage. Alors le problème avec la question de l'héritage, c'est une question nouvelle. J'ai regardé un peu la bibliographie en économie, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Il y a surtout des papiers sur la définition de ce qu'est l'héritage, des débats sur cette définition, mais je n'ai jamais trouvé pour l'instant une méthodologie avérée d'évaluation de l'héritage. Donc je vais en parler un petit peu sans méthodologie, mais sans dévoiler des secrets importants. Sachez que notre observatoire a été mis maintenant par le ministère sur la question suivante, définir des sujets d'études pour les 6 années à venir sur la question de l'héritage et de mettre au point une batterie d'indicateurs économiques pour essayer de cerner certains aspects de l'héritage.
Voilà, alors ça c'était donc l'introduction que j'ai fait un peu différente de ce que j'avais fait au ministère des Finances. Et donc je commence à parler de l'impact économique des JO. Alors je vais me centrer davantage sur les JO et mon thème va être un peu sur les biais que l'on trouve malheureusement dans la plupart des études d'impact et qui me feront conclure qu'en tant qu'économiste, je ne suis pas très favorable aux études d'impact, même si une de mes missions à l'Observatoire, c'est d'en piloter quelques-unes. Mais on a le droit aussi d'avoir un recul. Alors, qu'est-ce que c'est que faire une étude d'impact ? Eh bien, pour un économiste, c'est une tâche qui consiste à estimer la valeur ajoutée nette apportée par les Jeux olympiques au territoire qui les accueille. Alors, une valeur ajoutée nette par rapport à quoi ? Eh bien, par rapport à ce que nous, économistes, nous appelons un contrefactuel. Le contrefactuel, ça serait une situation de ce même territoire s'il n'accueillait pas les Jeux. Donc, quelle est la valeur ajoutée nette apportée par le fait d'accueillir les Jeux sur ce territoire ? Alors, la question est simple à poser, elle est très difficile à répondre, mais déjà une première distinction. On peut y répondre ex ante, comme on dit en anglais, ou ex post. Alors, ex ante, ça veut dire on fait faire une étude d'impact au moment où la ville s'apprête à être candidate, ou au moment où elle est candidate, ou au plus tard quand elle est en phase de préparation des Jeux. Voilà, ça c'est ex ante. Et puis ex post, si vous regardez la littérature économique, il y a énormément d'études ex ante, il y a très peu d'études ex post. Ça n'intéresse pas les politiques, les études ex post, parce que c'est là qu'on va s'apercevoir que l'impact effectif n'est peut-être pas celui qu'on attendait. Voilà. Donc, si j'étais un député, je ne serais pas très, très demandeur d'une étude ex post, mais l'OCDE recommande aujourd'hui que sur tout grand événement sportif international soient réalisées, bien sûr des études ex ante, on est sûr qu'il y en aura, mais que soit réalisée au moins une étude ex post. Alors, pour faire de telles études, les économistes disposent de 3 instruments. C'est un peu technique, mais je ne vais pas rentrer dans la technique. Le premier s'intitule « Un modèle d'équilibre général calculable ». Bon, ce sont des modèles qui ont des centaines d'équations et des milliers de variables. C'est un joujou qui n'est pas à la portée de tous les joueurs, si je puis dire, et qui a un inconvénient, il est très très gourmand en informations, parce qu'il faut renseigner des milliers de variables. Donc il faut avoir des informations extrêmement importantes. Cet instrument a été utilisé. Par exemple, il a été utilisé pour les Jeux d'Albertville 92 en France. Mais chaque fois qu'on l'utilise, c'est un modèle qui ne fonctionne qu'au niveau national. Parce qu'on ne peut pas régionaliser un tel modèle, c'est impossible. Donc à chaque fois, on trouve comme résultat quelque chose de l'ordre de ce que je vais dire maintenant. L'impact des Jeux olympiques sur l'économie française a été de 0,1% du PIB. Bon, et après ? Parfois, c'est même 0,05%. Bon. Donc, ce n'est pas très adapté, et ce n'est pas très adapté pour des questions de délimitation du territoire. Les Jeux olympiques n'ont pas un impact aussi fort, ceux de Paris 2024 n'auront pas un impact aussi fort sur Dijon que sur l'Île-de-France. Voilà. Et sur tout le territoire français. Donc, je ne parlerai pas de cet instrument plus avant. Deuxièmement, il y a la possibilité d'utiliser le multiplicateur de Léontief. Le multiplicateur de Léontief, pour les spécialistes, s'il y a des économistes dans la salle, c'est l'équation numéro 1 dans laquelle A est la matrice des coefficients de Léontief, qui elle-même sous-tend un tableau qu'on appelle le tableau d'entrée-sortie ou le tableau d'échange interindustriel. Bon, je m'arrête là, je ne fais pas plus dans les maths. Bon, ça, c'est un instrument intéressant, mais qui pose de nouveau un problème. Il faut disposer d'un tel tableau au niveau régional. La plupart des pays ne disposent d'un tel tableau d'entrée-sortie qu'au niveau national. Alors après, il faut essayer de régionaliser le tableau national, tout ça. Bon, on a beaucoup de problèmes avec cette méthode. C'est des 3 méthodes que j'indique la moins utilisée à ce jour. Et puis, la 3e méthode, c'est la plus répandue, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le multiplicateur d'impact d'origine keynésienne, qui vient de la théorie de John Maynard Keynes, ou une de ses variantes, voilà, et qui
se traduit par l'expression numéro 2 que je commente un tout petit peu. Il y a dans l'économie ce qu'on appellera une injection initiale X étoiles, c'est-à-dire tout l'argent qui va entrer sur le territoire de Sion, si Sion est l'heureux élu, et venant de l'extérieur de Sion, ou de la région qu'on aura délimitée comme étant celle où il y a un impact des Jeux de Sion. Sion va recevoir beaucoup d'argent, de la Confédération, du CIO, d'autres sources de financement. Il y a de l'argent qui va rentrer dans l'économie de Sion, c'est X étoiles. Et ce X étoiles va être multiplié par un facteur K qui va donner l'impact, qui va nous permettre de calculer, de mesurer l'impact. Ce facteur K lui-même dépend de deux choses qui sont petit e et petit m. Petit e, c'est la propension à consommer localement. Et petit m, c'est la propension à importer dans la région de Sion. Voilà. Alors, je ne rentre pas dans la technique. Si vous avez des questions, on y reviendra. Et donc, on a une certaine valeur de K qui va multiplier l'injection initiale. Supposons qu'il rentre 1 milliard de ce que vous voulez dans la région de Sion, multiplié par K, ça vous donnera Y en milliards de francs suisses, par exemple. Voilà. Alors, jusqu'à ce stade, ça paraît très simple. Donc, la méthode la plus utilisée, c'est le multiplicateur keynésien, mais toutes ces méthodes souffrent de deux séries de problèmes méthodologiques. Et c'est là-dessus que je voudrais insister pour vous dire que quand vous lisez une étude d'impact, lisez-la avec un regard très critique, parce qu'elle peut vous raconter des histoires un peu farfelues, et souvent des histoires trop optimistes. Les biais dont je vais vous parler sont pour la plupart des biais surestimant l'impact. Et donc, si vous mettez ça dans un dossier de candidature, vous êtes en train de dire que vous allez produire un gros bœuf comme ça, et puis à la fin, vous aurez une petite vache comme ça. Bon. Donc, il faut faire attention. Alors, je ne vais pas faire un cours sur les biais méthodologiques, mais je vais rappeler les principaux. Ils sont volontaires ou non. Je ne suis pas en train de faire une critique détaillée de tous les cabinets conseils qui font des études d'impact. Il y en a qui sont honnêtes et tout. Donc, les biais sont éventuellement involontaires. Alors, les premiers biais, et ce sont les plus graves, les plus importants, portent sur l'injection initiale, c'est-à-dire sur l'estimation du X étoile, c'est-à-dire de ce qui va rentrer, en fin de compte, dans la région. Et puis, la deuxième série de biais porte sur le multiplicateur lui-même. Alors, les biais méthodologiques sur l'injection initiale, ou la dépense initiale, on appelle ça aussi la dépense initiale, mais souvenez-vous que c'est une dépense qui vient de l'extérieur et qui rentre dans la région. La première, je l'ai déjà signalé, c'est la délimitation du territoire d'impact pertinent. Si vous pensez que accueillir les Jeux à Sion va avoir un impact sur toute l'économie suisse, sans doute n'est-ce pas une intuition fausse, mais vous allez tomber dans les 0,00 je ne sais pas quoi % du PIB suisse. Donc c'est pas une information très très intéressante. Il vaut mieux choisir un territoire pertinent là où les Jeux auront un véritable impact, c'est-à-dire la ville de Sion, les stations de ski impliquées dans les Jeux, etc., la région, mais pas au-delà. Le deuxième risque, il est toujours présent, c'est ce qu'on appelle le double comptage. Parce que les sommes que moi, je dépense dans les Jeux sont des revenus pour quelqu'un d'autre. Alors si je compte d'un côté vos revenus et d'un côté mes dépenses, j'aurais compté 2 fois la même somme. Et ça majore vite la dépense initiale. Donc il faut faire très attention dans la comptabilisation des sommes que vous prenez en compte. La troisième chose, c'est encore un problème de délimitation. Pour un économiste professionnel, il ne faut pas prendre en compte dans votre calcul d'impact des Jeux olympiques des investissements dans un projet voisin des Jeux olympiques, mais qui n'est pas les Jeux olympiques. Alors je vais prendre un exemple qui me concerne de près. Avant l'attribution des Jeux olympiques 2024 à Paris, il y avait eu des décisions de lancer un projet qui s'appelle le Grand Paris, au sein duquel il y a un sous-projet, mais énorme, qui s'appelle le Grand Paris Express, qui est un ensemble de lignes de métro, etc., connectées, et dont certaines ramifications vont passer près des sites qui vont être utilisés par les Jeux olympiques.
Mais ce projet n'est pas directement lié aux Jeux Olympiques. Il aurait eu lieu avec ou sans les Jeux Olympiques. On ne doit donc pas le comptabiliser dans l'impact. Pour ça, si on le comptabilise, on majore indûment l'impact. Mais le bon côté de l'histoire, j'y reviendrai plus tard, si on ne le prend pas en compte, on ne tient pas compte de ces coûts non plus. C'est les coûts du Grand Paris, ce n'est pas les coûts des Jeux. Donc il faut être cohérent. Si on le prend en compte, on le prend en compte. Si on ne le prend pas en compte, on ne le prend pas en compte. La position des économistes là-dessus serait il ne faut pas le prendre en compte. Ensuite, il faut tenir compte dans les calculs et l'estimation de l'impact de deux effets qu'on appelle l'effet de substitution et l'effet d'éviction. En faisant bref, l'effet de substitution est le suivant. En 2024 à Paris, il y a des Parisiens et des Franciliens qui vont acheter des billets pour assister à des épreuves ou à des compétitions des Jeux Olympiques. Donc la tentation d'une étude d'impact, c'est de les comptabiliser en disant ce sont des recettes pour les Jeux Olympiques. Eh bien ça, c'est une erreur méthodologique. Pourquoi ? Parce que ces Parisiens ou ces Franciliens, si le contrefactuel était là, c'est-à-dire s'il n'y avait pas les Jeux Olympiques, auraient eu quand même des dépenses de loisirs, de spectacles sportifs où ils seraient allés au cinéma, etc. Ils auraient dépensé à peu près la même somme. Simplement, ils ont substitué à des séances de cinéma d'assister à 3 épreuves des Jeux Olympiques. Donc ça, il ne faut pas en tenir compte, ce qui veut dire qu'il faut tenir compte des dépenses des visiteurs. Alors, je n'ai pas dit des étrangers, mais des visiteurs extérieurs à Paris ou à l'Île-de-France, dans mon exemple. Donc ça, c'est l'effet de substitution. Il faut en tenir compte. Si on prend en compte toutes les dépenses des résidents pour aller au stade, on majore énormément l'impact, indûment. Et puis l'effet d'éviction, le meilleur exemple que je cite toujours, c'est Athènes 2004, les Jeux Olympiques d'Athènes 2004. Vous savez que la Grèce est un pays très touristique, qui a de grosses recettes touristiques. Et en août 2004, les recettes touristiques de la Grèce ont baissé. Août 2004, c'était le moment des Jeux. Donc, ça veut dire que des touristes habituels venant en Grèce, au mois d'août, ne sont pas venus au mois d'août 2004. C'est exactement ça, l'effet d'éviction. Il y a des gens qui vont éviter d'être là au moment des Jeux, soit parce que ça ne les intéresse pas, soit parce qu'ils ont peur des embouteillages dans les rues d'Athènes, soit parce que l'aéroport va être engagé, quelles que soient les raisons. Mais il faut essayer de mesurer cet effet d'éviction. Et ça, c'est assez compliqué. Enfin, beaucoup d'études d'impact ne déduisent pas ce qu'on appelle des fuites. Qu'est-ce qu'une fuite ? Là aussi, je prends un exemple. Lors des Jeux Olympiques de Grenoble 68, il y a eu beaucoup de constructions, comme vous le savez, j'y reviendrai. Mais pour 60% de ces constructions, elles ont été réalisées par des entreprises extérieures à non seulement Grenoble, mais à l'Isère et même Rhône-Alpes. C'est de l'argent qui a principalement afflué à Paris. Parce qu'évidemment, elles ont construit, mais elles se sont fait payer. Donc c'est de l'argent qui a quitté la région grenobloise pour aller à Paris. Eh bien ça, il faut l'enlever, parce que c'est un impact, mais c'est un impact pour Paris, pas pour Grenoble. Voilà. Donc, il faut faire attention à toutes ces choses-là. Et enfin, donc ça, ce sont tout simplement des erreurs qu'on trouve dans les études d'impact. Donc, un lecteur attentif, comme moi, par exemple, les repère et va conclure en général « Ah, on a annoncé un impact de 8 milliards d'euros du fait d'accueillir la Coupe du monde de rugby 2007 en France. » Moi, quand on a publié cette étude, je me suis esclaffé en disant « Ah, dis donc, ils sont presque au niveau des Jeux Olympiques. » Mais bon, c'est délirant. C'est du délire. Alors, il y avait beaucoup de ces erreurs. Alors, après, il y a un dernier point, c'est que l'étude d'impact est une méthode qui, par construction, ne peut pas tenir compte de quelque chose que nous, les économistes, nous appelons les externalités ou les effets externes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Effet externe positif. Vous, au jeu de Sotchi, vous faites une sorte de boulevard, autoroute de contournement du centre de Sotchi, qui habituellement était engorgé. D'accord ? Ça va se traduire par un gain de temps pour les gens qui traversent Sotchi. Okay ? Et normalement, peut-être par
moins d'accidents, donc moins de blessés, moins de frais d'hospitalisation, peut-être même moins de morts. Or, la vie humaine a un prix, il faut en tenir compte. Alors, il faut en tenir compte, mais c'est compliqué, parce que ce sont des effets non monétaires. Et donc la difficulté, c'est de les monétiser. La plupart des cabinets et conseils ne s'occupent pas de monétiser. Bon. Ce qui est en monnaie, ils prennent, et puis le reste, ils laissent tomber. Donc, externalité positive, puis aussi externalité négative. Hein, les Jeux, mais d'autres événements sportifs internationaux créent parfois de la pollution. Bon, eh bien, il y a un coût d'élimination de la pollution. Ça, on peut le calculer. Il faut en tenir compte dans les externalités négatives. Voilà. Alors ça, ce sont les biais sur l'injection initiale. Et il peut y avoir des biais, et en fait, il y a très très souvent des biais sur la valeur du multiplicateur. Parce que, en fait, la valeur du multiplicateur, on ne la calcule pas. On la reprend. On dit dans une telle autre étude, ou en France, en général, le multiplicateur est de tel niveau. Alors, si vous consultez les études d'impact sur les grands événements sportifs internationaux, vous verrez que le multiplicateur est en général de 2 ou même plus grand que 2. Bon, l'idée, c'est je mets 1 euro dans les Jeux de Sion, j'en retire au moins 2 euros. OK ? Voire plus. Ça, c'est complètement fallacieux. C'est des valeurs, 2 et plus, sont des valeurs complètement surestimées du multiplicateur. En France, l'INSEE, c'est-à-dire l'Institut national de la statistique français, a un modèle macroéconométrique qui répond au doux nom de mésange, qui estime économétriquement la valeur du multiplicateur. Et cette valeur n'est pas une valeur constante. La valeur du multiplicateur dépend de la période à laquelle on se place. Donc dans la première année de l'investissement, il est à 1,6. Mais si vous revenez 7 ans après, il est à 1,2. Il a baissé. Et au bout d'une dizaine d'années, le multiplicateur devient 1. Alors une multiplication par 1, vous avez compris, ça ne multiplie rien du tout. J'ai mis 1 euro, je retire 1 euro. Donc l'effet de multiplication dure un certain temps, mais il ne dure pas l'éternité. En France, on estime qu'il dure une dizaine d'années, au mieux. Voilà, donc il faut prendre des valeurs réalistes du multiplicateur. Bon, moi, quand j'en vois un à plus que 1,6, je me dis, c'est pas sérieux. Et 1,6, je me dis, ils calculent un impact à court terme. S'ils veulent faire de l'impact à long terme, ils doivent prendre 1,2. À moyen terme, ils doivent prendre 1,2. Alors, de toutes ces réflexions méthodologiques, nous, en France, en tous les cas à l'Observatoire, nous en avons retiré, et à la DIGES, à la délégation interministérielle pour les grands événements sportifs internationaux, on en a retiré l'idée qu'il fallait, au moins en France, tendre vers une méthodologie fiable, sérieuse, qui élimine tous les biais dont j'ai parlé, homogène, harmonisée, et qu'on utilise toujours cette méthodologie, qu'on l'améliore autant que possible au fil du temps, mais qu'on ait toujours des bases méthodologiques semblables pour que d'une étude à l'autre, ce soit comparable. Parce qu'évidemment, si vous faites une étude ex ante avec une méthodologie et l'étude ex post avec une autre méthodologie, ça n'a rien de comparable. Vous pouvez raconter n'importe quoi. Donc il faut avoir la même méthodologie. Voilà, quelques détails près, mais pas trop de différence. Et alors, c'est exactement ce qui a été fait, pas sous l'égide de l'Observatoire, mais à la demande du comité de candidature de Paris 2024. Ils ont demandé une étude d'impact ex ante, mais il se trouve que les chercheurs qui l'ont réalisée ont essayé de suivre, sans qu'on leur dise, la méthodologie relativement homogène qui est en train de s'élaborer en France. Et voici les résultats en résumé. Avec une originalité dans cette étude d'impact par rapport à celle que vous pouvez lire d'habitude, c'est une étude d'impact calculée selon 3 variantes ou 3 scénarios. Cette équipe de recherche avait demandé à avoir le conseil scientifique de 3 experts internationaux. L'un était Holger Preuss, disons le monsieur Jeux Olympiques, le spécialiste en économie du sport des Jeux Olympiques. Stéphane Szymanski, selon certains, le meilleur économiste du sport au monde. Et le 3e expert international, c'était moi-même. Et donc, on les a pilotés vers cette méthodologie homogène. Et dans les débats, à un moment donné, personnellement, j'avais dit que ça serait bien de faire des scénarios. Imaginez que l'inflation soit beaucoup plus forte qu'attendue.
ou qu'il y ait des attentats un peu avant 2024 en France. On a intérêt à avoir un scénario pessimiste. Imaginons que tout marche sur des roulettes, plus d'attentats envisageables, enfin tout va bien, et en plus on a un très faible taux d'inflation, on va avoir un scénario optimiste. Et puis ayons un scénario central qui est sans doute le plus réaliste, et vous avez les résultats présentés en 3 scénarios. Je n'ai pas commenté tous les chiffres, mais vous voyez le taux d'inflation n'est pas le même selon le scénario. La valeur du multiplicateur à 2,0 m'inquiète un peu dans le scénario optimiste, donc j'y crois moins que d'autres. Le scénario central me paraît très bien à 1,5. Voilà. Et vous voyez que, en fonction de tout cela, l'impact économique des Jeux Paris 2024 peut se situer entre 5 milliards d'euros au plus bas, 11 milliards pratiquement au plus haut, et la variable qui, à mon sens, est la plus réaliste, de l'ordre de 8 milliards et quelques. Voilà. Et puis vous avez la même chose sur l'emploi, 120 000 emplois en équivalent temps plein créés dans le scénario le plus bas, jusqu'à 247 000 dans le scénario le plus haut, et un scénario vraisemblable aux alentours de 190 000 emplois équivalent temps plein. Alors je ne vais pas commenter tous les chiffres, on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais ceci pour vous dire qu'on peut essayer d'éliminer beaucoup de biais et arriver à quelque chose qui est réaliste. Un dernier avantage, vu la chaleur des médias suisses, je peux vous dire qu'il y a eu une petite chaleur des médias français aussi il y a quelque temps. Quand on arrivait sur les plateaux de télévision, il y avait beaucoup de gens qui disaient « l'impact, c'est 11 milliards ». Alors, plus c'était un homme politique, plus on se rapprochait de 11 milliards. Bon. Moi, quand j'allais sur les plateaux de télé, je disais « non, attendez, on est dans une fourchette entre 5 et 11 milliards. Vraisemblable, 8 milliards. Bon, l'homme politique, il crée du désappointement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chances qu'on ait 11 milliards. Mais lui, 11 milliards. Je mets dans les hommes politiques certaines personnalités du comité de candidature. Bon. Moi, je jouais le rabat-joie en disant non, c'est entre 5 et 11, probablement 8. Mais je crée sans doute moins de désillusions. Si on n'arrive pas à atteindre 11, on sera mieux avec mon discours qu'avec un discours trop optimiste. Alors, voilà pour cet aspect des choses. Un autre problème, et ça m'introduira à ma conclusion de ce premier point, un autre problème, c'est que les études d'impact par construction ne tiennent pas compte des coûts. Elles tiennent compte des effets des dépenses, donc des effets des coûts. OK ? Et donc, dans une étude d'impact, vous n'avez jamais les coûts. Et donc, vous n'avez pas, selon une même méthodologie, une possibilité de comparer directement ce que ça va rapporter à Sion avec ce que ça va coûter à Sion. D'un côté, vous aurez un budget qui vous dira les coûts, c'est tant. Puis vous aurez l'étude d'impact qui est déconnectée des coûts, qui vous dira ça va avoir un impact sur la région de Sion de tant de millions ou de milliards de francs suisses. Donc ça, c'est aussi un inconvénient de la méthode. Et c'est pourquoi la plupart des économistes du sport, pratiquement sans exception, nous sommes tous en faveur, j'ose pas dire de l'abandon des études d'impact, on n'y arrivera pas, mais on est tous très réservés sur les résultats des études d'impact parce qu'on connaît une méthode qui est meilleure, qui s'appelle l'analyse coût-avantage ou coût-bénéfice, selon la façon dont on traduit de l'anglais cost-benefit. Benefit pouvant se traduire aussi par avantage. Voilà. Donc, on est en faveur de cette méthode qui permet de calculer ce qu'on appelle le bénéfice social net actualisé d'un projet. Bon, d'un investissement, mais un projet, ça peut être aussi accueillir les Jeux Olympiques, et qui correspond à la dernière formule, je vous promets de ne plus vous en montrer après, à la dernière formule qu'il y a ici. Donc B, K, c'est le bénéfice actualisé du projet K. K, c'est par exemple accueillir les Jeux Olympiques à Sion. Et on va additionner sous le nom de RK tous les revenus procurés par le fait d'accueillir les Jeux à Sion, plus toutes les externalités positives découlant du fait d'accueillir les Jeux à Sion. Voilà.
Donc est-ce qu'on construit, c'est pas le cas à Sion, mais un petit bout d'autoroute qui va faire gagner encore du temps ou je sais pas quoi. Et puis dans C, on va totaliser tous les coûts impliqués dans le fait d'accueillir les jeux à Sion, plus toutes les externalités positives monétisées. La pollution créée éventuellement par les jeux, elle va se trouver là, monétisée, etc. Et ce calcul doit se faire sur toute la durée du projet, c'est-à-dire depuis l'année t égale 0, c'est-à-dire le jour de l'attribution des jeux, jusqu'à l'année n. Alors là, il y a un débat sur l'année n. Ça a duré combien de temps? Alors si on veut prendre en compte que l'impact, on va mettre 7 ans. Mais nous, les économistes, on dit qu'il faut mettre beaucoup plus. Parce que comme ça, on tiendra compte à la fois de l'impact et de l'héritage. Parce que l'héritage, il a tout un aspect positif, mais il peut avoir aussi un aspect négatif. Imaginons qu'il y ait une dette, ça c'est un aspect d'héritage, mais sur 25 ans, mais qui est négatif. Donc nous, l'idée, c'est plutôt, faudrait prendre dans les 25 ans, ou un ordre de grandeur assez long. C'est du long terme. Et bien sûr, il faut, à ce moment-là, puisqu'on a des francs suisses de l'année 2018, d'autres de 2019, etc., il faut un taux d'actualisation qui est le petit a de la formule. Voilà. Donc c'est un bénéfice actualisé social. C'est le profit privé de personne. C'est ce que ça rapporte à la société de Sion ou de sa région sur la durée où les Jeux olympiques auront des effets. Alors, le problème, c'est que cette méthodologie, eh bien, je n'ai jamais vu d'étude réalisée, sauf une que j'ai mentionnée, qui l'ait utilisée à ce jour. Je dirais en 2 mots pourquoi ensuite. Alors, le seul exemple que j'ai, mais la méthodologie d'avantage coût a été utilisée rapidement, disons, ils n'ont pas fait à fond, c'est encore la Coupe du monde de rugby 2007 en France. Donc l'école de commerce ex-santé a dit impact 8 milliards. Après, à la fin de la Coupe du monde de rugby, un centre de recherche assez connu à Limoges s'est vu confier l'étude d'impact ex post. Ils ont trouvé 525 millions d'euros. 16 fois moins que l'étude ex-santé. 16 fois moins. Il y a un problème quelque part, là. Bon, il y a de la méthode, de la méthodologie en cause. Et puis, ils ont fait un calcul un peu simplifié d'avantage-coût. Un peu simplifié, qui n'est pas sans critique, disons, mais qui utilise cette méthode. Et ils ont trouvé un bénéfice social net de la Coupe du monde de rugby de 115 millions d'euros. 60 fois moins que l'impact calculé initialement. Mais qui disait quoi? Qui disait que la Coupe du monde de rugby a rapporté à la société française 115 millions. Le chiffre aurait pu être négatif. Une étude d'impact ne vous donne jamais de chiffre négatif. Il n'y a aucune chance. Elle n'est pas construite pour ça. Ça, il y a un risque. On aurait pu trouver moins 115 millions. Et on aurait dit, ça ne vaut pas le coup de prendre la Coupe du monde de rugby dans ce cas-là. Bon, là, ça valait le coup pour 115 millions, sûr. Donc, nous, les économistes, on est en faveur de cela. Mais c'est bien sûr, il y a des difficultés, puisque dans cette méthode, il faut monétiser des effets externes qui ne sont pas emmenés. Alors, il y a des effets tangibles. La pollution, c'est tangible. Ce n'est pas trop difficile à monétiser. On va prendre le coût d'élimination de la pollution comme approximation. Mais il y a aussi des effets externes intangibles. Par exemple, un effet de réputation. Moi, j'étais prof à l'université de Grenoble pendant 10 ans. Je suis allé au Japon faire des cours. Vous venez d'où? Grenoble. Ah! Mais vous avez eu les Jeux olympiques d'hiver. Bon, on ne sait pas monétiser ça, mais ça a une valeur. Ça a une valeur. Donc c'est compliqué à prendre en compte. Aussi ce que les anglo-saxons appellent le feel-good factor. Ou aussi, il y a une branche de l'économie aujourd'hui qui se développe, des sciences économiques, qu'on appelle Economics of Happiness, ou l'économie du bonheur. Et on peut essayer de mesurer le bonheur qu'apporte le fait d'avoir les Jeux olympiques. Il y a une étude qui a été réalisée sur les Jeux de Londres 2012 par la London School of Economics et la Paris School of Economics, c'est-à-dire la branche élitiste de mon université. Et ils ont comparé, avec des méthodes mathématiques sophistiquées, ils ont essayé d'évaluer si les Londoniens ont été plus heureux que les Parisiens, que les Berlinois et que les Madrilènes en 2012. Et est-ce qu'on pouvait raccorder ça au fait d'accueillir les Jeux olympiques à Londres? Ils ont conclu, oui,
il y a un effet positif. Les Londoniens ont été plus heureux. Alors, perfidement, j'ai demandé à mon ancienne étudiante, qui est prof maintenant, qui était partie prenante à l'étude, je lui ai dit, Claudia, dites-moi, mais est-ce que vous avez essayé de mesurer combien de temps dure cet effet? Elle m'a dit, oui, on a essayé, et on a trouvé, ça dure 1 an. Bon, ça ne dure pas plus longtemps, mais ça dure 1 an. Donc, tout ça, c'est de l'intangible qu'il faut essayer de saisir. C'est compliqué méthodologiquement, mais on peut essayer de faire progresser cela. Et donc, on doit avoir une méthodologie complexe avec ce qu'on appelle de l'évaluation contingente, des prix hédoniques quand il n'y a pas de marché, de la pollution. Bon. Mais ça permet aussi de tenir compte de quelque chose que j'entends jamais dire dans les... Enfin, je l'entends parfois dire dans les éléments négatifs qu'on attribue aux Jeux Olympiques. Je l'entends rarement dans les éléments positifs qu'on attribue aux Jeux Olympiques. C'est ce que nous, les économistes, on appelle la valeur de non-usage. Alors, en 2 mots, de quoi s'agit-il? D'abord, qu'est-ce que la valeur d'usage? Bon, je suis un résident de Sion. On m'annonce que les Jeux pourraient être accueillis à Sion. Et moi, je suis quelqu'un qui adore le ski alpin. Je me dis, je vais aller voir les épreuves de ski alpin. Et si on me demandait en plus, êtes-vous prêt à payer pour que les Jeux aient lieu à Sion, parce que j'ai envie d'aller voir le ski alpin, je vais répondre, oui, je suis prêt à payer. Éventuellement, je vais indiquer combien. Ça, c'est la valeur d'usage. Mais maintenant, très peu de personnes imaginent, et il n'y a pas besoin d'être économiste pour ça, et donc, a fortiori, pas beaucoup d'économistes imaginent, que des gens peuvent avoir une valeur de non-usage du fait d'accueillir les Jeux à Sion. Je suis un résident de Sion. Les Jeux olympiques m'agacent. Ça ne m'intéresse pas. J'irai pas sur les pistes de ski, ni au bobsleigh, rien. J'y vais pas, ça ne m'intéresse pas. Mais, pour des raisons quelconques, que j'expliciterai ou pas, je me dis que c'est une très bonne idée d'avoir les Jeux à Sion. Alors, parce que mon petit-fils aime le ski alpin, ou pour n'importe quelle raison, parce que je suis un Suisse très fier d'être Suisse et d'avoir les Jeux à Sion, c'est mieux que s'ils vont à Stockholm ou ailleurs. Peu importe la raison. Mais si on me pose la question, est-ce que vous irez assister aux Jeux Olympiques? Je réponds non. Mais si on me pose la question, êtes-vous prêt à payer un peu d'argent pour que les Jeux Olympiques soient accueillis à Sion? Je réponds oui et éventuellement je donne un montant. Okay? Valeur de non-usage. Et ça, c'est un bénéfice ou un avantage des Jeux qui est pratiquement jamais mis en exergue. Et pour un économiste, c'est pas normal. Enfin, il faudrait pouvoir en tenir compte. Voilà. Alors, c'est très compliqué de faire ça. C'est pourquoi les cabinets d'études ne proposent jamais ce genre d'études. Mais avec ce danger que j'ai déjà signalé, le calcul du bénéfice social net peut tourner à un chiffre négatif. Peut obtenir un chiffre négatif. Alors, vous me voyez arriver chez Madame Hidalgo il y a 2 ans en disant « laissez tomber, j'ai trouvé un chiffre négatif. » Bon, les politiques n'aiment pas non plus l'analyse avantage-coût, normalement. Voilà. Alors, pour finir sur l'impact, vers de bonnes pratiques d'évaluation de l'impact. Donc, l'une des missions que s'est fixée le ministère des Sports, la DIGES, et par voie de conséquence, nous, l'Observatoire, ça nous retombe un peu dessus aussi, c'est de mettre en place de bonnes pratiques d'évaluation de l'impact. Et je vais prendre comme exemple l'Euro de football 2016. Alors, vous savez que l'Euro de football 2016 a fait l'objet d'une étude d'impact ex-ante commanditée par l'UEFA. Normal, tous les organisateurs de grands événements sportifs commanditent ce genre d'études. Il y avait une raison supplémentaire dans le cas de l'UEFA, c'est qu'entre-temps, en 2014, il y a eu cette loi de finances qui exonère fiscalement, alors pas de la TVA, mais d'un certain nombre d'impôts, les organisateurs d'événements sportifs internationaux. Donc l'UEFA avait tout intérêt à faire une étude qui a été faite, selon une méthodologie qui était, à nos yeux, à l'Observatoire, une des moins mauvaises de l'époque, de 2004, vers 2014. Et, bien sûr, le ministère des Sports a fait faire une étude ex post. Surtout qu'il y avait un enjeu fiscal. Alors, le ministère des Sports, ils font... Donc, la DIGES a fait un appel d'offres. Il y a eu une équipe qui a été sélectionnée pour faire l'étude ex post. Et l'Observatoire a piloté cette étude. On s'est associé des statisticiens de l'INSEE, des spécialistes de la direction du budget du ministère des Finances, etc. Et
je vous donne les résultats. Précisément parce que les deux études ont suivi une méthodologie extrêmement proche, eh bien, l'évaluation ex ante et l'évaluation ex post ne sont pas identiques. C'est d'ailleurs quasiment impossible que ce soit le cas. Mais la surestimation ex ante n'est pas 16 fois plus grande. Elle est 4 à 5% plus grande. Donc ça change un peu l'attitude qu'on a à ce moment-là, quand on reçoit ces chiffres. Donc vous voyez l'étude ex ante, je ne vais pas commenter tous les chiffres, mais vous voyez que l'impact économique total estimé avant coût, avant l'euro 2016, il est à 1,266 milliard d'euros. Okay, et l'étude ex post l'a trouvé à 1,221 ou 22 millions d'euros. Donc c'est vrai qu'il y a 400 millions d'écart. C'est vrai que... Non, il y a 40 millions d'écart, 45 millions d'écart, et ça fait environ 4 à 5% d'écart. Il n'y a pas de désillusion massive. Il n'y a pas de désillusion massive. Voilà. Et c'est en partie le produit d'une méthodologie assez semblable. Et l'idée, nous, en France, c'est d'aller vers une méthodologie unique ou standardisée, qui nous conduise à utiliser toujours la même méthode. Au demeurant, je vous montre là dans la valeur du multiplicateur 1,25. Pas de surestimation par le multiplicateur non plus. Très prudent. Donc voilà ce vers quoi nous tendons, enfin, nous espérons progresser en France. Et je l'ai déjà dit, mais c'est ce procédé que nous avons eu pour l'euro 2016 a été commenté de manière extrêmement laudative par l'OCDE, qui maintenant le recommande à tous ses membres. Donc c'est un point pour la France. Voilà, on est très content. Alors, après, deuxième thème. Ah bon. Alors, je vais peut-être zapper les... Bon, alors je vais peut-être aller vite sur le deuxième thème. J'ai beaucoup publié dessus, on m'a interviewé dessus. Pourquoi le coût des jeux est souvent dépassé? Alors, il y a toute une série de causes circonstancielles. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi, l'homme politique local a un peu déraillé, là, comme je le disais, ou tel projet a été mal géré. Dans certains cas, on a entendu parler de corruption. Tout ça, c'est circonstanciel. Mais il y a quelque chose d'inéluctable. Il y a une cause structurelle. C'est que quand un objet est attribué par enchère, il engendre, d'après la théorie économique, ce qu'on appelle la winner's curse, c'est-à-dire la malédiction du gagnant de l'enchère. Or, le CO, ce n'est pas une vraie enchère, mais c'est une quasi-enchère, puisqu'il fait un appel à beaucoup de candidats qui sont mis en concurrence, et il affecte, ou les votants du CO affectent au mieux-disant les Jeux Olympiques. Alors, M. Richard Thaler, qui est un professeur américain qui a obtenu le prix Nobel de sciences économiques l'année dernière, donc pas n'importe qui, a démontré mathématiquement que si la valeur de l'objet mis à l'enchère est incertaine et inconnue, mais que c'est en fin de compte la même valeur pour tous. Dans le cas des Jeux Olympiques, c'est le fait d'obtenir les Jeux, c'est la même valeur pour tous. Eh bien, le gagnant de l'enchère est le candidat qui a le plus surestimé cette valeur, que personne ne connaît, mais qui a été le plus optimiste. Et donc, il gagne l'enchère, mais il va perdre de l'argent, parce qu'il a payé l'objet beaucoup plus cher qu'il n'aurait pu le payer normalement. Et on est un peu dans cette situation. Le CEO, qu'est-ce qu'il espère retirer de l'enchère? Les meilleurs jeux possibles, c'est légitime. Mais il est en asymétrie d'information, comme nous disons, nous, les économistes. C'est-à-dire le CEO ne connaît pas les moindres recoins de la candidature. C'est peut-être pour ça qu'il a changé de méthodologie récemment, pour mieux connaître. Parce qu'évidemment, si une ville triche, entre guillemets, sur ses coûts, qui peut savoir ça? Très difficile. Et quel est l'objectif des candidats? C'est de se voir attribuer les jeux. Et pour le faire, elles sont prêtes à sous-estimer un peu les coûts, à surestimer l'impact. Et à l'arrivée, il n'y a qu'un malheureux, c'est celui qui gagne l'enchère. Parce que lui, il ne va pas assumer les coûts qu'il y a dans son dossier, il va assumer les vrais coûts. Donc s'il les a sous-estimés, ça va se traduire immédiatement par un dépassement des coûts. Bon exemple, Paris 2024, j'ai appris il y a une semaine que
le centre aquatique ou piscine olympique allait coûter 100 millions de plus que prévu dans le dossier de candidature. Ça commence très vite, hein, le dépassement des coûts. Donc, voilà. Est-ce le vrai coût, etc. On va voir. Mais les effets d'annonce vont dans ce sens-là. Donc, voilà où est le problème. Alors, du point de vue d'un pays d'accueil ou d'une ville d'accueil, le mode d'attribution des grands événements sportifs internationaux, donc là, dans le cas d'espèce pour les JO, le mode d'attribution par enchère est une vraie contrainte, est un vrai problème. Et donc, on peut avoir des réflexions sur d'autres modes d'attribution. Alors, je signale qu'on a déjà proposé des sites fixes, des rotations préprogrammées, de tirer la ville haute par une loterie. Enfin, il y a plusieurs formules. Si vous voulez, on y reviendra dans la discussion. Et l'indicateur le plus intéressant à suivre de la winner's curse, c'est le dépassement du coût annoncé ex ante par le coût réel ex post. Je vais vous montrer des tableaux que je n'ai pas le temps de commenter, qui vous montreront que c'est toujours vrai, sauf pour Los Angeles 1984, mais pour une raison qui confirme la théorie. En 1984, Los Angeles était le seul candidat, donc il n'y a pas eu de processus d'enchère, de surenchère, etc. Et donc il n'y a eu aucun dépassement des coûts. Alors je passe très vite sur les tableaux, mais le critère simple, c'est vous regardez les colonnes de droite, les chiffres sont toujours plus élevés que dans la première colonne à gauche, qui est le coût ex ante. Alors c'est vrai pour les Jeux d'hiver, selon différentes études. Bon, le problème après, il y a des problèmes de méthodologie. Toutes les études n'ont pas une méthodologie rigoureuse. On peut discuter sur le détail des chiffres, mais il y a pratiquement toujours un dépassement des coûts. Pareil pour les Jeux d'hiver. Voilà. Alors ce dépassement systématique, d'après nous à l'Observatoire, est une des raisons, ce n'est pas la seule, mais c'est une des raisons qui réduit l'acceptabilité d'accueillir les Jeux olympiques. Ce n'est pas la seule raison, mais ça peut être une raison de référendum négatif, comme il y en a eu à Saint-Moritz, Munich, Cracovie, Hambourg ces dernières années, ou d'abandon de candidature. Et cette raréfaction des candidatures, c'est un problème, et c'est notamment un problème pour le CIO, j'imagine, qui, par conséquent, il est normal que le CIO se préoccupe davantage de cette question de dépassement des coûts. Et je crois savoir que dans la nouvelle procédure, il y a cette préoccupation, directement ou indirectement. C'est peut-être, je n'en suis pas sûr, mais disons, la winner's curse a été cassée, et donc le dépassement des coûts devrait être moindre dans le cas de l'attribution des Jeux de 2024-2028, puisque la compétition entre les deux villes s'est arrêtée pratiquement au mois de juillet 2017, quand il a été dit que les deux Jeux seront attribués d'un même coup. Et d'un seul coup, Los Angeles s'est trouvé en situation de candidat unique pour 2028. Donc, d'après la théorie, il n'y aura pas de dépassement de coûts à Los Angeles 2028. Bonne nouvelle. Bon, il y en aura 2024, mais peut-être moins que s'il y avait eu une enchère très dure jusqu'au bout. Et enfin, diverses autorités se préoccupent du dépassement des coûts. Et c'est ainsi que la loi olympique qui a été votée il y a 2 mois environ en France contient une section qui confie à la Cour des comptes, c'est-à-dire l'audit des dépenses publiques en France, de publier un rapport chaque année sur les coûts et aussi sur les revenus engendrés par les Jeux olympiques de Paris 2024. Voilà. Au passage, c'était une solution que personnellement je soutenais. Je suis donc ravi de cette décision. Mais il y a d'autres solutions. J'en ai une dizaine, donc je ne vais pas les exposer maintenant, mais on pourra y revenir dans la discussion, dont notamment mettre au point de nouvelles procédures qui mettent l'accent sur l'utilisation des équipements existants, sur l'utilisation d'équipements temporaires, sur la possibilité, par exemple, d'utiliser la piste de bobsleigh de Saint-Moritz pour les Jeux de Sion, c'est-à-dire pas tout à Sion. On aurait pu même penser en France, etc. OK ? Donc, voilà pour les coûts. Aujourd'hui, l'accent est mis, à juste titre, sur l'héritage des JO. Bon, il y a les coûts, il y a l'impact, mais pendant 25 ans, il peut rester quelque chose des JO dans une ville. Et c'est le cas. Moi, j'ai habité Grenoble pendant 10 ans. J'ai bénéficié de l'héritage. Alors,
je vais juste vous dire comment, par exemple, dans le dossier de Paris 2024 est présenté l'héritage. Il y a un héritage environnemental, donc, dont les ingrédients sont l'empreinte carbone, l'alimentation biologique des athlètes, le recyclage des déchets. 73% des sites sont à moins de 30 minutes de transport public, des espaces verts, 100% d'énergie renouvelable, assainir la Seine pour y créer des sites de baignade, améliorer la qualité de l'air, ou en tous les cas ne pas la dégrader. Un autre volet, c'est la société inclusive et solidaire, utiliser les jeux pour promouvoir la parité homme-femme, notamment dans les instances de décision sportives, dans les organes de décision, dans les fédérations, etc. Des logements familiaux, ça c'est un classique. Améliorer l'image et l'attractivité de la Seine-Saint-Denis, qui est la banlieue à mauvaise image de la région parisienne. Améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Donner un accès aux PME, aux petites et moyennes entreprises, sur les marchés des JO, qui sont quand même pour l'essentiel trustés par des grandes firmes multinationales. S'assurer que 100% des équipements seront accessibles aux handicapés. Accompagner la reconversion professionnelle des athlètes. Et enfin, un troisième volet, la société meilleure par le sport. Donc il y a une année de l'olympisme l'an dernier dans le système éducatif, une pédagogie innovante sur les valeurs du sport, augmenter le nombre de licenciés jeunes, de 20%, c'est peut-être ambitieux, de mobiliser 70 000 bénévoles, 80 000 personnes en service civique, et essayer d'attirer 10 millions de Français vers les activités physiques. J'ajouterais pour le tangible que, normalement, il faut aussi ajouter un certain nombre d'équipements et voir ce qui va leur arriver sur 10, 15 ou 20 ans. Et s'il y a une dette, eh bien, en négatif, il faut introduire la dette et des coûts de maintenance des équipements. Voilà. Et puis, on aurait pu penser à mettre de l'intangible, le feel good, life satisfaction, etc., le bonheur, dont j'ai déjà parlé, et même peut-être l'ouverture du pays sur l'extérieur. Alors, pour terminer, évidemment, donc moi j'ai fait un rapport en France, et les seuls jeux en France auxquels je pouvais me référer antérieurement à Paris 2024, c'était Grenoble 68 et Albertville 92. Alors ça peut paraître très lointain, mais je vous rappelle que l'héritage, c'est quelque chose de très long et de très durable. Donc Albertville, ça ne fait que 26 ans. L'héritage, c'est la bonne taille, la bonne durée pour mesurer l'héritage. Bon, Grenoble, ça fait 50 ans, c'est peut-être un peu long, mais bon, il y a de l'héritage. Alors, en faisant bref, à Grenoble, il y a un énorme héritage tangible positif qui a été surtout non olympique, c'est-à-dire qui a été la rénovation de la ville de Grenoble sur fonds publics français, de l'État français, et sur un emprunt public auprès de la Caisse des dépôts et consignations remboursées pendant 25 ou 27 ans. Ça, j'ai été grenoblois pendant 10 ans, je suis allé à la mairie, à la poste, et j'ai été dans ces équipements. Il y a eu des externalités négatives. Alors les Jeux d'hiver, malheureusement, produisent toujours les mêmes externalités négatives. Il faut un tremplin de saut à ski. Ah oui, mais il y en a combien de sauteurs à ski dans le monde ? Et en plus, ils ne viennent pas tous à Grenoble. Maintenant, c'est une zone dangereuse. Hein. L'autre classique, c'est la piste de luge et de bobsleigh. Voilà, l'horreur aussi. Donc, utilisons celle qui existe. Et c'est, me semble-t-il, la démarche de la procédure de candidature nouvelle, lancée pour 2026. Donc, voilà, il y a des externalités négatives. Alors, l'intangible, évidemment, pour Grenoble, c'est totalement impossible à mesurer. Mais il y a eu une enquête d'opinion un jour, en 2001, sur la ville de Grenoble et les Jeux. Et donc, les réponses ont identifié Grenoble comme une ville de montagne, normale, mais une ville des Jeux Olympiques. Hein, la deuxième réponse, c'est une ville de Jeux Olympiques. Et troisième réponse, de sport d'hiver. Donc, ça a même 5 ans. Là, 2001, ça fait 30 ans après, ou 35 ans après. Ça marque encore. Hein, ça marque encore. Alors, c'est une mauvaise évaluation de l'intangible, mais ça montre quand même qu'il y en a. Alors sur Albertville, même chose, on a un héritage tangible positif avec des raccordements à autoroute, le TGV qui arrive, des raccordements à 4 aéroports, un aéroport à Courchevel, une technopole à Bourget-du-Lac, de l'immobilier de montagne, etc. Mais aussi son lot d'éléphants blancs,
On retombe sur tremplin de Courchevel, piste de bobsleigh de La Plagne qui a été une catastrophe, le télécabine de Bride-les-Bains, etc. Et l'intangible, malheureusement pour Albertville, a été assez faible pour une raison totalement exogène et qui ne se reproduira pas de sitôt, je pense, c'est le changement de rythme dans les Jeux Olympiques d'hiver. Puisque Lillehammer était très largement en grande campagne en 92, puisqu'ils avaient les Jeux de 94, et donc l'effet médiatique et l'effet intangible d'Albertville a été quelque peu parasité par l'effet Lillehammer 94, mais ça, là encore, c'est circonstanciel, ça n'est arrivé qu'une fois. Je conclurai, pour rester à peu près dans les délais, en disant que pour Paris 2024, la situation est la suivante. On dispose d'une étude d'impact que je vous ai montrée, réalisée par le fameux centre de Limoges. Est-ce que le COJO demandera une étude ex post ? Je ne sais pas, je ne suis pas persuadé. Je suis, par contre, assez convaincu que le ministère des Sports en demandera une. Donc ça, c'est une des tâches, c'est sur l'impact. Sur les coûts, je vous l'ai dit, c'est la Cour des comptes qui va s'en occuper, mais je crois savoir que la direction du budget du ministère des Finances a aussi un œil sur le 1 milliard d'à peu près. Et quant à l'héritage, eh bien, pour l'instant, c'est notre observatoire qui s'y colle avec comme tâche à réaliser au plus vite définir une batterie d'indicateurs et des sujets d'études. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup, Vladimir. Merci. Et donc, c'est maintenant le moment pour les questions. Donc, on va passer un micro à ceux qui veulent poser des questions. Levez la main et présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation super intéressante. J'aimerais venir sur un point essentiel par rapport au débat actuel. C'est la comparaison, vous avez fait la comparaison entre les Jeux Olympiques ou pas de Jeux Olympiques. Mais si maintenant on fait la comparaison avec investir ce milliard dans les Jeux Olympiques ou l'investir ailleurs. Parce qu'il y a deux débats actuellement, ça pourrait partir vers des expos dans des villes en Suisse allemande, ou ça pourrait par exemple partir, selon certains, dans des politiques sociales. Donc est-ce qu'il y a du côté académique quelque chose qui a été fait par rapport à ces comparaisons ? Enfin, disons, il y a une réponse académique d'économistes. Ce que vous évoquez s'appelle en économie le coût d'opportunité de l'accueil des Jeux à Sion. Alors, c'est quoi l'idée du coût d'opportunité ? Pour essayer de ne pas rester dans un truc trop académique, je vais vous prendre la Coupe du Monde de foot accueillie au Brésil en 2014. Bon, ça représentait, je ne sais plus combien, 10 milliards environ. Et il y a un ancien joueur de l'équipe de foot du Brésil, je crois que c'était Romario, qui n'était pas très favorable à l'accueil de la Coupe du Monde au Brésil. Et son argumentaire était le suivant. Il avait fait faire une étude ou quelques calculs par des économistes, j'imagine. Il avait dit, si on met les mêmes 10 milliards dans un autre projet, qu'est-ce que ça donnerait ? Donc ça veut dire, en clair, il était en train de demander qu'on calcule le coût d'opportunité de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Le coût d'opportunité, c'est le bénéfice social dont vous vous privez. Parce que quand vous investissez dans la Coupe du Monde, vous n'investissez pas dans autre chose. Alors Romario, il avait en tête deux autres choses. Il disait, avec les mêmes 10 milliards, on pourrait construire 5 hôpitaux, grand standing, je ne sais pas quoi, 5 grands hôpitaux dont le Brésil a besoin. Ou bien, on pourrait construire 50 écoles primaires. Voilà. Il disait, et pourquoi on prend les Jeux ? Et pourquoi on prend les Jeux, pas les Jeux, la Coupe du Monde ? Pourquoi on prend la Coupe du Monde ? Il dit, bon, il y a des raisons politiques et autres, on prend la Coupe du Monde, mais il aurait fallu faire le calcul. Alors, vous voyez tout de suite que, pour un économiste, voilà ce qu'a dit Romario, et pour un économiste, j'étais surpris qu'un joueur de foot, aussi intelligent soit-il, ait développé ce raisonnement, qui est un raisonnement d'économiste, qui est de dire, si j'investis dans un projet A, j'aurai un certain bénéfice social, mais en même temps, je me prive du bénéfice social que j'aurais eu si j'investissais dans un projet B. Eh bien, les économistes ont
une réponse qui est évidemment pas satisfaisante totalement pour les Jeux Olympiques, mais qui est alors d'une rigueur extrême. Si je reviens à cette expression 4, supposons qu'il y a un projet numéro 1, qui est Coupe du Monde au Brésil, Coupe du Monde de foot au Brésil. Je trouve pour B1 100 millions de ce que vous voulez, de la monnaie que vous voulez, 100 millions. Okay. Après, je fais le calcul, 5 hôpitaux. C'est le projet numéro 2. Je trouve 120 millions comme bénéfice social net. Et puis, j'ai un projet 3 qui est 50 écoles primaires. Je fais le calcul, je trouve 50 millions. Bon, un économiste a 2 règles dans ce cas-là. Il dit on ne peut accepter que des projets dont le bénéfice social net est positif. Dans l'exemple simulé que je viens de vous donner, les 3 sont positifs. Donc on peut prendre les écoles, on peut prendre les hôpitaux, on peut prendre la Coupe du Monde. Mais la deuxième règle pour un économiste, c'est je dois prendre le projet qui a le bénéfice social net positif le plus grand. Dans mon exemple simulé, je prends les hôpitaux, 120 millions, et pas la Coupe du Monde, 100 millions. Alors évidemment, les économistes ne sont jamais entendus par des hommes politiques sur un raisonnement de ce genre. Mais il est strictement rigoureux. Et Romario avait, d'une certaine façon, adopté une rigueur économique dans son raisonnement. Bon, il n'a pas eu gain de cause. Hein. Ils ont eu la Coupe du Monde de foot. C'était sûr de toute façon qu'il l'ait. Bon, voilà. Mais votre question, c'est exactement ça. C'est que pour un économiste, il faut toujours regarder ce à quoi on renonce. Donc, de la même façon, si on renonçait à sa candidature, il faudrait se poser la question de savoir au bénéfice de quoi ? Quel est le projet alternatif qui coûterait aussi cher que les Jeux à Sion et qui produirait quel bénéfice social, et à comparer à celui qu'on aurait calculé pour l'accueil des Jeux à Sion. Et les économistes là-dessus ont des réponses carrées. Peut-être trop, hein, parce que là, on ne tient pas compte de facteurs sportifs, politiques, tout ce que vous voulez. Mais la réponse des économistes est extrêmement précise sur ce point. Ça s'appelle la question du coût d'opportunité. Bonjour, je reste à proximité. Donc j'ai parcouru le nouvel agenda 2020, la nouvelle stratégie de durabilité 2030, la norme récente qui est sortie en février du CIO, que j'applaudis. Une grosse question que j'ai à vous poser, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on accorde la candidature finalement 7 ans en avance si on prône des infrastructures existantes. J'ai pu faire partie du noyau dur de l'UEFA qui a organisé l'Euro en 2016 et on était 10, 4 ans en amont. Donc finalement, pourquoi pas réduire l'octroi de la candidature à 3 ans en avance, ce qui pousserait en quelque sorte les villes candidates à utiliser l'existant et à mettre un frein assez conséquent à la construction de nouvelles infrastructures. Bon, ma réponse est premièrement que je ne suis pas le plus qualifié pour répondre à cette question dans la salle. Il y a des gens qui peuvent mieux répondre que moi à la question, et peut-être faut-il leur donner la parole. Mais intellectuellement, ce que vous avez dit a du sens. A du sens. C'est-à-dire, si vous contrôlez mieux les candidatures, ce qui semble être le cas de la procédure actuelle, si en plus, comme vous l'avez avancé, on utilise de l'existant ou aussi du temporaire, ce qui n'est pas le cas de Sion, mais dans des jeux d'été, on pourrait l'envisager, on n'a peut-être pas, en effet, besoin de 7 ans pour préparer l'accueil des Jeux. Alors peut-être que 4 ans serait suffisant, 3 ans, enfin, je ne sais pas. Là, après, il y a des études techniques à faire, et à la fin du compte, c'est aussi une décision politique. Hein. Pour le CIO, c'est sans doute pas la même chose que d'avoir des candidats 7 ans avant ou 4 ans avant. Mais plus la procédure de candidature serait contrôlée et plus on utilise l'existant, et plus on se donne des marges de manœuvre sur la durée de préparation. Donc là-dessus, logiquement, je ne peux pas vous donner tort. Mais je n'ai pas de formule secrète. Mais en effet, c'est une réflexion qui pourrait être lancée dès lors que les candidatures, leurs coûts, etc. sont mieux contrôlés. Peut-être...
Oui, peut-être faut-il un complément mieux renseigné, mieux informé. Vladimir, première chose, merci infiniment pour la présentation. Je l'ai trouvée remarquable, d'une clarté incroyable. Je ne reviendrai pas sur les conclusions que je partage en très large mesure. Une chose que je me permettrais peut-être en fin de débat, c'est de vous présenter, Jean-Loup, si tu le permets, en 3 minutes, les 4 évolutions essentielles du processus de candidature. Mais pour répondre directement à la question, pourquoi pas 4 ans avant? Parce qu'il y a des pièces essentielles dans un dispositif que l'on ne peut pas construire dans une démocratie telle que la nôtre. À Paris, par exemple, le village olympique, on ne peut pas le faire en moins de 7 ans. Le village olympique de Sion, je ne pense pas qu'on y arrive en 4 ans. Or, les 118 mesures de la nouvelle norme que vous avez lues, et j'en suis vraiment très très content, prônent un changement dans l'approche de l'organisation des jours. On les attribue 7 ans avant, mais on dit que l'organisation elle-même, on va la débuter bien plus tard. On a un processus maintenant de planification qui est scindé en 2. 3 ans pour affiner en gros le dossier de candidature, parce que même s'il est extrêmement bien informé, il faut un peu de temps pour l'affiner, affiner le dispositif. On l'a vu même dans le cadre des Jeux Olympiques de la jeunesse, ici à Lausanne. On a affiné le dispositif, ça prend un peu de temps. L'organisation elle-même, 4 ans, maximum. Pourquoi? Parce que l'économie du sport a évolué au cours des dernières années, au cours des dernières décennies. Vous avez des acteurs aujourd'hui très sophistiqués, des organisateurs d'événements. En France, prenons ASO par exemple, qui organise Paris-Roubaix, le Tour de France ou le Marathon de Paris. Ils savent faire. Il faut utiliser ces compagnies-là. Il y a des propriétaires de sites qui savent faire aussi. Ici en Suisse, on organise des manifestations régulièrement, on sait faire. Et ça permet de réduire la durée d'organisation des Jeux. Mais par contre, l'attribution, elle est basée sur quelques pièces maîtresses, comme le développement d'un village olympique. Et là, pas moyen de faire à moins de 7 ans. Donc on les attribue 7 ans avant, on les organise sur 4 ans. Bonjour, merci pour la présentation. Je voudrais revenir sur les éléphants blancs que vous avez mentionnés en fin de présentation. Et pour prendre un exemple concret, un des tremplins de Grenoble qui a été utilisé pendant 30 ans avant d'être abandonné. Vous avez parlé en début de présentation le fait qu'il y a un débat sur est-ce qu'on considère l'héritage à 5 ans, 10 ans, 25 ans après les Jeux. Est-ce que vraiment une infrastructure sportive qui aurait été utilisée pendant 15, 20 ans, 30 ans est un éléphant blanc? Comment on calcule la rentabilité d'un investissement, en particulier dans de la pierre et du béton et des investissements, des infrastructures sportives? Oui, c'est une bonne question. J'ai commencé un tout petit peu à rectifier une chose. Le tremplin n'a malheureusement pas été utilisé pendant 30 ans. Quand je suis arrivé en 1980 prendre mon poste de professeur à Grenoble, il était en vente pour 1 franc symbolique. Donc, en rigolant, j'ai dit que je l'achèterais. Bon, et après, il a même été classé en zone dangereuse parce qu'il peut tomber. Enfin, voilà. Donc, il n'a pas été utilisé tant que cela. Mais la question de fond est en effet plus large. C'est ce qui se passe pour les équipements sportifs qui vont durer, par exemple, 25 ans. Pour un stade de foot, etc., ça va durer, une patinoire peut durer 25 ans, 30 ans. Ce qu'il faut comparer, et ça c'est une comparaison qui va porter au titre de l'héritage, justement, c'est le coût de maintenance. Bon, le problème du tremplin de Grenoble, c'est qu'il n'y a pas eu de maintenance, justement, donc il risque de s'effondrer. Mais sur un autre équipement, bon, vous allez le maintenir en état, ça c'est côté coût, c'est un côté négatif de l'héritage, puisqu'il faut payer. Et puis de l'autre côté, ce qu'il faut regarder, c'est au moins la chose suivante, quel est son degré d'utilisation. Bon, si c'est prenons un stade de foot, alors ça coûte cher entretenir un stade de foot, mais si tous les dimanches, depuis 20 ans, il y a je ne sais pas combien de spectateurs, etc., bon, déjà vous avez un taux d'utilisation, vous avez je ne sais pas quoi, 75% des tribunes remplies ou 50%, on peut faire un petit calcul là-dessus, et puis si en plus il est exploité par un club professionnel ou pas professionnel, il y a des recettes. Donc à ce moment-là, vous pouvez comparer les recettes avec les coûts de maintenance.
Et il se pourrait que ça soit positif. Bon, dans certains cas, il se pourrait que ce soit négatif. Il y a aussi des qualités de gestion, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est possible de l'intégrer dans ma formule 4. Vous avez les coûts de maintenance du côté de la variable C, puis vous allez avoir des recettes, par exemple les recettes au guichet, ou voilà. Et donc, ça, on peut en faire le calcul ex post. Bon, avant coup, bon, mais 20 ans après, et si le tremplin avait été véritablement utilisé, on aurait pu faire ce calcul de la même façon. Et à la fin, pour conclure avec vous, si ça vous coûte énormément, bon, par exemple, je vais prendre un exemple que je connais un peu, le Maracana, il est en 2014, il avait été refait flambant neuf, je suis allé le voir. Bon, aujourd'hui, on m'a dit que le gazon pousse dans les tribunes, enfin, ça y est, il est en friche. Bon, il y a un problème. Ça veut dire que le coût de maintenance n'a pas été assuré. La mairie de Rio, je ne sais pas quoi, n'a pas voulu payer. Mais c'est en train de devenir une friche. Donc ce n'est pas un bon héritage. Faute de coût de maintenance. Mais en même temps, si la mairie de Rio payait la maintenance du Maracana, il faudrait trouver un club de Rio qui joue tous les 15 jours ou tous les mois pour le rentabiliser. Et ça, c'est difficile. C'est un stade de 100 000 places. Il faut le remplir. Hein. Voilà. Bonsoir. D'abord, je voulais vraiment vous féliciter pour votre intervention. J'ai trouvé très, très intéressante. Des fois, un œil extérieur de la France, qui plus est, peut permettre de prendre un petit peu de recul. Quand c'est du recul scientifique, ça fait d'autant plus plaisir. Ma question, elle touche par rapport à la crédibilité, puis le risque ou la rétribution du risque. Parce que dans ce dossier, je suis valaisan, député valaisan, j'habite Monté, donc je suis concerné. Le problème qu'on a par rapport à ce dossier, c'est le problème de crédibilité du CIO. Il faut quand même savoir que le CIO, c'est la même organisation qui a attribué les Jeux Olympiques d'été à Pékin en 2008 et 14 ans plus tard, les Jeux d'hiver auront lieu à Pékin. Ça montre quand même, soit les politiques publiques chinoises sont extrêmement efficaces, alors là, j'invite l'IDEAP à analyser ces politiques publiques et à exporter l'efficacité de ces politiques publiques, soit on a malgré tout un problème de crédibilité de CIO. Je ne vais pas revenir sur d'autres éléments. Mais ma question, elle est autre. C'est que le Valais, sur 2026, disons, le Valais de manière générale, porte un risque en s'associant au CIO. Et il amène aussi de la crédibilité au CIO. On a vu dernièrement, les dernières années, les Jeux Olympiques ont été attribués dans des pays peu démocratiques. Je ne jette pas la pierre au CIO, c'est qu'il n'avait pas le choix. Mais là, on se retrouve avec, si les Valaisans devaient voter en faveur du CIO, des Jeux Olympiques le 10 juin, le CIO revaloriserait son image, pourrait dire démocratiquement, on nous a attribué les Jeux, vous avez donné des exemples là où ça n'a pas été fait, donc il bénéficierait de l'onction démocratique, en plus en Suisse, le pays du référendum et tout. Donc là, le CIO engagerait un bénéfice d'avoir une association avec le CIO par rapport à son image. Donc c'est nous qui prenons un risque. Moi, j'aimerais savoir quel coût, quelle valeur vous attribuez au risque, quelle valeur financière vous attribuez au risque que prend le Valais en octroyant les Jeux Olympiques au CIO, parce que ça risque d'être la seule candidature qui donne cette onction démocratique. Et donc, si le CIO a l'onction démocratique, on doit pour ça être rétribué, c'est-à-dire que le CIO doit mettre beaucoup plus d'argent que ce qu'il met maintenant dans l'organisation des Jeux. J'aimerais savoir à combien vous estimez ce montant, sans parler des restrictions, des bénéfices autres, mais juste sur le coût, le bénéfice que tire le CIO d'avoir la bénédiction démocratique. Combien vous l'évaluez, s'il vous plaît? Je pense que nous allons être deux à répondre. Mais moi, je vais vous faire une réponse d'économiste. Si vous voulez, il y a bien en effet un risque à être une ville candidate. Mais n'importe quelle ville du monde peut décider de ne pas prendre ce risque. Donc, dès lors qu'elle se porte candidate, c'est qu'elle en accepte le risque. Après, quelle valeur ça a? Bon, si j'étais dans le comité d'organisation de Paris 2024, je dirais au CIO, écoutez, on a 1,5 milliard, mais si vous pouviez porter à 1,7 milliard, je serais content. C'est normal. C'est de bonne guerre. Donc, que le Valais, par votre parole, exprime cela, d'un point de vue économique, ça ne me paraît pas aberrant. Par contre, je suis beaucoup plus réservé sur une autre partie de votre argumentation.
C'est pas à moi de défendre le CIO, il va le faire lui-même. Mais le CIO s'est trouvé à quelques reprises dans une situation qui, là, revient à mon analyse économique à moi. Si on regarde les choses d'un point de vue d'économiste, l'intérêt du CIO, c'est pas d'avoir une seule ville candidate, c'est d'en avoir plusieurs. OK ? Bon, 2, c'est déjà mieux. Enfin, quand les 2 s'appellent Almaty et Pékin, d'un certain point de vue, on peut dire qu'il choisit le moindre mal, parce qu'il n'a pas une 3e solution de rechange. Et le Kazakhstan n'est pas plus exemplaire de démocratie que la Chine. Enfin, bon. Donc, il peut se trouver dans un vrai problème. Donc, ce n'est pas le cas avec les Jeux de 2026, puisqu'il a 9 moins 2 candidats, puisqu'il y a 3 candidats italiens, à la fin, il n'y en aura qu'un. Donc, il y a 7 candidats, mais pour l'instant, j'ai l'impression que... Alors, je ne connais pas la ville turque, je n'en dirai rien, mais Stockholm me paraît être situé dans un pays particulièrement démocratique, les villes italiennes aussi. Donc, il y a beaucoup de candidats qui vont apporter cette crédibilité démocratique, si vous voulez. Et donc, d'un point de vue d'économiste, est-ce que si tout le monde, sauf un, apporte cette crédibilité, est-ce que ça doit être valorisé? Ou quelle est l'ampleur de la valorisation? Par contre, je considère comme parfaitement de bonne guerre que les villes italiennes, Stockholm, la ville turque et Sion, essayent d'obtenir un peu plus du CIO. Toutes les villes le font. Peut-être une autre réponse à la même question. Sinon, je me permets de passer à la question suivante. Je me présente Christophe Clivage, je suis professeur ici à l'Université de Lausanne, mais je suis aussi membre de l'exécutif de la ville de Sion. Et je suis un des membres de l'exécutif qui ne voulait pas jouer le jeu de la candidature aux Jeux Olympiques. Alors, je ne vais pas aller sur le fond et le pourquoi. J'ai juste une question pour savoir, premièrement, est-ce que la situation économique générale d'un pays change quelque chose dans la manière de calculer l'impact? Par exemple, Sion 2026 par rapport à Sion 2006, une des grandes différences, c'est qu'il y a 20 ans, on avait un taux de chômage relativement élevé, des difficultés économiques. Aujourd'hui, on est quasiment en situation de plein emploi avec un PIB qui est en croissance, une grosse croissance démographique, etc. Est-ce que ça change quelque chose dans ce type de calcul? Et puis j'aurais une deuxième question rapidement sur la question des emplois. C'est vrai qu'on voit, notamment sur Paris, c'est assez important, hein, le nombre d'emplois qui seraient créés. On en est à quel horizon temporel? Puisque j'ai aussi lu plusieurs articles où on parle de sorte de dépression post-olympique en disant ça crée énormément d'investissements et d'emplois, et puis tout d'un coup les projecteurs se terminent, et que deviennent ces emplois? Alors, je commence par la deuxième question, quitte à ce que je vous demande de me rappeler la première. Les emplois qui sont calculés sont des équivalents temps plein. Donc, pour beaucoup, ce ne sont pas des emplois à temps plein. Et pour un certain nombre, ce sont des emplois temporaires. Mais ils sont créés. Alors, l'étude a été faite sur une durée de 17 ans. Donc, si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'il y a chaque année un 17e du chiffre qui est affiché. Mais bon, ce n'est pas tout la même année, ce n'est pas seulement sur l'année olympique. Et comme vous l'avez signalé, plusieurs études ont montré qu'il y a une récession post-olympique, pratiquement toujours, une petite ou grande récession économique post-olympique. Donc, il y a, si vous voulez, une montée aussi bien en activité économique qu'en création d'emplois pendant les 7 années pré-olympiques. L'année olympique, c'est le boom. C'est là que vous avez l'impact le plus fort, y compris en termes d'emploi. Et puis après, ça redescend. Et puis ça s'épuise. Il y a un moment donné où ça n'a plus d'effet. Donc, voilà pour la temporalité et la réponse à cette question-là. Alors, votre première question, c'était, vous étiez opposé... C'était par rapport à la prise en compte de la situation économique générale. Alors ça, c'est une question que j'aime beaucoup, parce que j'ai la réponse. Plus précisément qu'à la précédente. Non, en effet, il y a eu un colloque pour le 50e anniversaire des Jeux de Grenoble, qui s'est tenu à Grenoble en février dernier. Et il y aura un colloque à Boston au mois de juillet de l'Association mondiale des historiens de l'économie, enfin, des gens qui sont à moitié historiens et économistes. Et j'ai présenté en français, je présenterai en anglais, la même étude, ce n'est pas une étude qui a une grande prétention, mais qui porte sur le sujet suivant et qui rejoint tout à fait votre question. Pourquoi la valeur du multiplicateur n'est pas la même au fil du temps
et puis d'un pays à l'autre, selon le contexte économique. Et donc ça, c'est une réponse directe à votre question. Ça ne porte pas sur l'injection initiale, mais on pourrait aussi se poser la même question. Et sur le multiplicateur, la thèse que je défends dans ce papier, c'est qu'en effet, l'effet multiplicateur va être plus ou moins important selon toute une série d'éléments de contexte. Alors ceux que j'ai pris en compte, j'ai fait une comparaison entre Albertville 92 et Grenoble 68 sur ces éléments de contexte. Alors, un premier élément de contexte, c'est en effet la conjoncture économique du pays à ce moment-là. Grenoble 68, ça tombe dans une période de boom économique en France. Très bien, taux de chômage qui baisse, etc. Albertville, c'est beaucoup moins bon. C'est déjà le début de la crise, d'après certains, etc. Mais ce n'est pas tout. Il faut prendre ça en compte. Deuxième contexte de l'économie régionale. Grenoble, c'est en 68 une ville technologiquement, économiquement très, très dynamique, qui attire des firmes multinationales, qui attire des intellectuels, le campus est en ébullition, etc. Albertville, c'est une petite ville. Ça, bon, j'espère qu'il n'y a personne d'Albertville ou de Savoie dans la salle, mais bon, c'est 10 fois plus petit que Grenoble, c'est 10 fois moins dynamique, c'est un autre contexte. Donc, il est normal que le multiplicateur soit plus faible à Albertville qu'à Grenoble. Troisième élément que j'ai pris en compte, c'est, puisqu'on parle de jeux d'hiver dans les deux cas, ça a été l'évolution du marché des sports d'hiver. Au moment de Grenoble, c'est un marché en pleine expansion. Quels que soient les indicateurs que vous preniez, le nombre de licenciés dans un pays, dans le monde, le nombre de ventes de paires de skis, ça explose dans tous les sens. Puis, peu après Grenoble, enfin quelques années après Grenoble, vers la fin des années 70, le marché se retourne. Les ventes mondiales de ski diminuent. Les ventes françaises de ski diminuent. Okay ? Alors bon, c'est un peu compensé parce qu'au Japon, ça augmente. Mais bon, le marché est en déclin. Nous, les économistes, nous avons une théorie qui s'appelle la théorie du cycle de vie du produit. Le produit est devenu un produit qu'on appelle à maturité, c'est-à-dire qui ne gagne plus de marché. Il ne peut qu'en perdre. Et c'est ce qui se passe. Et depuis Albertville 92, ça a chuté. Le nombre, juste pour prendre un indice qui me revient comme ça en tête à l'instant, le nombre de licenciés à la Fédération française de ski au moment des Jeux de Grenoble, c'est près d'1 million. Aujourd'hui, c'est 200 000. Okay, 200 000. C'est un marché en déclin. Il faut en tenir compte. Donc, l'évolution de la pratique du ski, du marché du ski, c'est à prendre en compte. Dernière chose que j'avais pris en compte, enfin, quelques autres, mais encore une autre chose très significative, il y a eu une révolution industrielle et technologique dans la fabrication des articles de sport d'hiver, et des skis en particulier. J'ai fait donc dans mon article la liste de toutes les innovations qui ont porté sur les skis, sur les bâtons de ski, sur les chaussures de ski, etc. Ça foisonne à partir du début des années 50 jusque la fin des années 70, début des années 80. Puis après, ça s'espace beaucoup. Bon, quand on fait une innovation qui est simplement que la chaussure devient chauffante, vous voyez que ça ne va pas révolutionner le marché. Par contre, quand on est passé de la chaussure en cuir à la chaussure en plastique, ça a changé beaucoup de choses, vous voyez. Donc, en effet, le contexte économique est très, très important. National, local, industriel ou sectoriel, c'est ce que je viens de vous dire. Et ça devrait être pris en compte parce que ça va jouer sur la valeur du multiplicateur. Pas sur l'injection initiale, probablement peu sur l'injection initiale, mais beaucoup sur la valeur du multiplicateur. Donc, c'est une question tout à fait légitime que les économistes ont peut-être un peu négligé. Donc, moi, je ne suis pas historien, mais je me suis fait un grand plaisir à faire cet article un peu historique pour essayer de justifier cette idée. Merci, monsieur, pour cette présentation très détaillée et très claire aussi. Je me présente donc Claude Stricker, en charge du dossier héritage et durabilité de Sion 2026. Et j'aimerais juste donner quelques informations sur l'approche de Sion 2026 en matière d'héritage, donc de création de ces externalités positives. Et nous avons pu mettre dans le budget d'organisation un montant de 100 millions
valeur 2026, pour financer des projets d'héritage et de durabilité. Donc on essaye déjà d'implanter à moins 8 ans des ressources financières qui permettront, avec un levier certainement possible, d'activer encore d'autres financements complémentaires, des aspects d'héritage en les séparant donc uniquement de l'organisation même des opérations des Jeux. Donc en Suisse, on essaie de voir déjà plus loin et d'apporter l'opportunité pour toutes les parties prenantes qui peuvent être les communes, la ville de Sion, les acteurs et différents organismes concernés par le futur du tourisme en montagne, de l'environnement, de la transition énergétique, qui est un gros chapitre aussi en Suisse, de même que bien sûr sport et santé, puisqu'on sait quand même des Jeux du passé que les opportunités sont là, qu'on a souvent eu quand même des effets positifs sur ces aspects-là, mais qu'il s'agit de les préparer. Sans préparation et sans plan, évidemment, on est un peu dans le hasard. Donc, je voulais juste faire passer ce message qu'actuellement, dans les candidatures modernes, et ceci est encore bien sûr poussé par la volonté du CIO de demander d'abord pourquoi vous voulez des Jeux et expliquez-nous la valeur ajoutée qu'elle va amener à votre pays, à votre population. On est dans une dynamique actuellement de mettre en place, d'organiser quelque chose qui est compliqué. Ce n'est pas simple de mettre tous les acteurs ensemble pour ce type de réflexion à long terme, qu'on parle au niveau suisse démocratique des communes, des cantons, des régions, de la confédération. C'est un gros exercice, mais il fait partie même de la préparation de la candidature. Je voulais juste, si vous me permettez, souligner ça. Je n'ai pas de réponse, puisque ce n'est pas vraiment une question, mais je peux, sans dévoiler des travaux qui n'ont pas encore abouti à des conclusions définitives dans notre observatoire. Mais bon, notre observatoire, vis-à-vis des Jeux, il va bâtir des indicateurs, etc., faire un certain nombre de choses, mais il va faire des appels d'offres pour des études, pour que soient réalisées des études sur l'héritage. Et il est certain, donc pendant 6 ans, on va faire des études, si on en fait faire 2 ou 3 par an, vous voyez ça, faire une dizaine ou une douzaine d'études, il est absolument certain que parmi ces études, il y en aura plus d'une. Je ne peux pas vous dire combien, les décisions ne sont pas prises, tout n'est pas au point, on est en train de réfléchir, mais il y aura des études sur, et je vous encourage à faire un peu la même chose à Sion, c'est des études sur les mesures d'accompagnement qui permettraient de faciliter, d'optimiser, vous mettez le verbe que vous voulez, maximiser ce que vous voulez, l'héritage. Parce que l'héritage ne tombe pas tout seul. Il faut, comme vous l'avez dit, le préparer. Il faut peut-être prendre des mesures pour qu'il soit le moins négligeable possible ou le plus important possible. Donc ça, c'est une question de politique publique. Ça rejoint tout à fait mon exposé. C'est est-ce qu'il y a, entre autres, des politiques publiques, mais il n'y a peut-être pas que des politiques publiques, qui pourraient faciliter l'émergence d'un héritage substantiel, on va dire. Donc c'est une réflexion tout à fait légitime. Philippe Bovy, EPFL Transport. Je reviens j'enchaîne sur l'héritage. J'étais impliqué il y a plus de 20 ans dans les Jeux de Sydney avec Christophe Duby, si présent, jeune stagiaire au CIO. Je rentre de Sydney, où je suis allé depuis 2000, tous les 4 ans, d'une ville que j'adore. Et il y a un phénomène fantastique sur l'héritage. C'est que la construction d'un parc olympique, stade, d'une foire nationale australienne incroyable, à 15 km du centre de Sydney, était jugée pendant les 5 premières années comme la plus grande des folies que Sydney pouvait faire. 20 ans après, et je rejoins votre point, c'est le centre le plus dynamique d'habitat, de technologie, etc., autour du sport. Donc, tout ce que je veux dire, et c'est une recommandation au CEO, il y a des exemples négatifs, des bêtises à ne plus refaire
mais il y a aussi des exemples extraordinaires dans les 120 ans d'histoire des Jeux d'été et 84 ans d'histoire des Jeux d'hiver. Donc la connaissance du passé nous amène à mieux voir l'avenir et je suis assez confiant dans la tournure très différente des candidatures ou du processus, c'est de dire on n'impose pas des Jeux olympiques à une ville, à une région. On espère, on développe la région à travers notamment les Jeux olympiques. Comme il y a pas mal de Valaisans dans la salle, je veux aussi dire que pendant le plus gros mandat que j'ai eu à l'école polytechnique, ça a été 4,5 millions de la Confédération pour revoir le tracé de l'autoroute N9 entre Ried et Brigue. Et là, bon, je m'en suis sorti quelque part avec exactement la même attitude. On ne peut pas imposer une énorme infrastructure par des technocrates et des politiques, mais on doit la négocier. Ça m'a valu 120 séances dans tous les carnotsets du Haut-Valais d'ailleurs, où, à table, nous avions aussi bien les élus, les techniciens et les opposants, dont notamment un célèbre hôtelier de Brigue. Donc, en fait, de jouer l'intégration d'un projet à travers la négociation et la discussion plutôt que l'imposition, pour des raisons XY, du projet. Donc, le tournant que je vois dans l'approche actuelle, approche que d'ailleurs est absolument indispensable pour le CIO, il ne peut pas s'en sortir autrement que de jouer l'autre carte de l'intégration d'un projet olympique, que ce soit à Sion ou ailleurs. Voilà un peu les remarques. Mais la première, disons la plus importante, je pense, c'est quand même que la notion d'héritage doit être mieux mise en valeur. Et aussi l'idée que je ne fais pas partie du comité de Sion, mais Stricker et des autres, de dire il faut mettre directement dans le plan de candidature les moyens que notamment vous appelez dans votre observatoire de mesures d'accompagnement de l'héritage. Parce que l'héritage ne se développe pas automatiquement s'il n'y a pas une stratégie de développement. Et là, ce n'est pas nécessairement simple parce qu'il n'y a pas que la ville de Sion, mais je rappelle que tous les sites sportifs sont en pleine dans des villes qui ont déjà des équipements sportifs. Donc, il y a aussi des choses à faire là. Et donc, c'est un mixage assez complexe, disons, quasiment sur la moitié du territoire suisse. Bon, il n'y a pas de question, mais peut-être un petit commentaire. Notre observatoire va réfléchir ou va lancer des études sur les mesures d'accompagnement, mais il nous semble à nous, économistes, que ça ne peut pas être fait indépendamment d'un moyen de mesurer comment évolue l'héritage pour prendre les bonnes mesures d'accompagnement. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il est indissociable de construire en même temps une bonne batterie de critères d'évaluation de l'héritage et de la façon dont il va évoluer entre aujourd'hui, 2024 et normalement même très au-delà de 2024. Et ça, c'est une question méthodologique assez compliquée, parce que par exemple, dans le dossier héritage de Paris 2024, vous avez l'empreinte écologique. Ça se mesure comment? Ou la quantité de carbone. Bon, par contre, si je prends le taux de chômage en Seine-Saint-Denis, comme l'idée, c'est quand même de revaloriser cette banlieue nord de Paris, le taux de chômage, c'est une variable plus intéressante que l'empreinte carbone. Bon, cela dit, comme l'empreinte carbone est dans le dossier, on verra ce qu'on va faire. Mais voilà, il faut se doter d'une grille d'indicateurs opérationnels qui permettent de voir comment évolue l'héritage pour prendre justement les mesures d'accompagnement qui pourraient être intéressantes ou efficaces. Donc les deux questions sont liées.
Bonjour. Moi, j'ai une question qui se porte un peu sur ce dont vous venez de parler et en même temps sur la réponse que vous avez faite par rapport à Romario au départ. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de cas où on oppose un peu l'investissement dans les Jeux Olympiques ou dans des projets sportifs par rapport à d'autres projets qu'on aurait pu faire. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est que l'organisation de jeux, souvent, permet d'accélérer la mise en place de projets qui, souvent, on en parle, et puis finalement, on n'en voit pas le jour. Je prends l'exemple, par exemple, en France, ça fait un certain nombre d'années qu'on a une loi pour l'adaptation de l'espace public aux personnes handicapées, et puis tous les 5 ans, on se rend compte que c'est difficile, la mise en conformité prend du temps, donc on reporte de 5 ans. Là, le fait d'avoir les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques en même temps, ça va forcer l'accélération. Alors, on peut regretter qu'on ait besoin des Jeux Olympiques et de projets comme cela pour le mettre en place, mais est-ce que justement, on ne voit pas les choses sous le mauvais angle, en fait ? Je suis assez d'accord avec vous sur le fait que l'angle adopté n'est pas nécessairement le bon. Les économistes n'aiment pas du tout le mot accélération dans ce contexte-là. Alors, je vais vous dire pourquoi. Imaginons que, alors, sauf si c'est l'accélération d'une décision à engager un projet, ce qui est un peu sous-jacent à votre remarque. Mais l'accélération d'un projet, c'est une très mauvaise idée. Je viens de passer un moment avec quelques journalistes qui, venant de Sion, qui m'ont tous dit « Que pensez-vous de l'idée d'accélération ?» Je leur ai dit « Écoutez, je vais répondre comme un économiste, l'accélération, oubliée autant que possible. » Qu'est-ce que c'est que l'accélération d'un projet d'investissement ? Nous avons exactement ce problème avec le Grand Paris Express. L'idée, c'est on va accélérer ce tronçon du métro pour qu'il arrive sur ce site olympique. Moi, je me bats contre cette idée. Pourquoi ? Parce que si vous avez, et c'est le cas du Grand Paris Express, un projet qui a été programmé pour être réalisé en 8 ans, donc il y a des dépenses sur 8 ans, tout ça est programmé bien. D'un seul coup, quelqu'un arrive et dit « Non, on le fait en 4 ans ». Ça va être possible. Mais à quel coût ? En gros, à un coût 2 fois plus élevé si vous réduisez la durée de 2 ans. Donc vous allez payer ce tronçon du Grand Paris Express 2 fois plus cher. Est-ce une bonne idée ? Pour un économiste, définitivement, non. Il vaut mieux rester au rythme prévu. Alors bon, j'ai bien compris que dans votre intervention, ce n'était pas seulement ça que vous disiez aussi, c'est l'occasion d'accélérer la prise de décision sur quelque chose qui n'est pas décidé, ça peut jouer. Mais il faut faire attention quand même. Accélérer, voilà, il faut étudier de près, etc. Mais si vous avez un projet précis qui a été évalué par des experts, qui ne sont même pas des économistes, c'est souvent des ingénieurs, etc., qui disent pour le tronçon du RER, il faut 8 ans. Rester à 8 ans. C'est exactement l'histoire, là aussi c'est une histoire qu'on a vécue à Athènes 2004. Athènes 2004, ils étaient en retard sur beaucoup de projets. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les 2 dernières années ? À Sochi aussi d'ailleurs, ils ont foncé. L'ardoise s'élève à toute vitesse à ce moment-là. Donc ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Peut-être comme incitateur à décision, mais pas pour la réalisation des projets. Voilà, je crois qu'on arrive au bout d'une partie. Merci beaucoup encore, Vladimir, pour cette conférence. Merci à vous pour vos questions. Merci à tous aussi d'avoir participé.